Bienvenue sur Géopolitis. Nous étions un pays noir et blanc, nous sommes devenus un pays arc-en-ciel. Ainsi s'exprimait récemment un universitaire américain, car c'est un fait et c'est un élément qui va entrer en ligne de compte dans la campagne électorale américaine pour les élections présidentielles de 2016, dans un an tout juste. Eh bien, l'Amérique change progressivement, mais définitivement dans la composition démographique de sa population. Exemple saisissant. Désormais, dans les maternités américaines, les bébés blancs sont minoritaires. C'est le Bureau du recensement qui l'affirme dans sa toute récente analyse statistique. On y lit, je cite, que pour la première fois, en tout cas en 2012, il y a en Amérique plus de bébés hispaniques, afro-américains et asiatiques que de bébés blancs. On va voir dans un instant ce que la qualification blanc ou hispanique veut dire. En tout état de cause, et c'est important géopolitiquement parlant aux États-Unis, les minorités ensemble vont bientôt devenir majorité. C'est le thème de cette édition de Géopolitis. Alors tout d'abord, il faut rappeler qu'aux États-Unis, les statistiques ethniques sont autorisées, à la différence de plusieurs pays européens. Donc, on peut récolter des données et on peut les analyser. Ensuite, il faut bien savoir que par blanc, en Amérique toujours, d'après le Bureau de recensement, un blanc est une personne avec des origines d'Europe, du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. Quant à un hispanique, c'est quelqu'un qui vient de Cuba, du Mexique, de Porto Rico, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Voilà un classement qui peut nous dérouter car, par exemple, des latinos, des hispaniques peuvent aussi se considérer comme partie intégrante de la population blanche. Quoi qu'il en soit, sur les bases américaines, voici un tableau de la structure ethnique de l'Amérique de 2012 et celle, en prévision cette fois, de la Nouvelle-Amérique de 2050. Allons dans le détail. Blancs américains, ils représentaient en 2012 63,7% de la population. Ils seront quelques 46% en 2050. En ce qui concerne les hispaniques, nous y voilà, on passe de 16,3% à une estimation de 30% dans 35 ans. Pour les Afro-Américains, de 13,6 en 2012, le total sera en 2050 aux alentours de 15%. Enfin, dans la catégorie asiatique-américain, le pourcentage ira de 4,7 à 9%. Ce que l'on doit retenir, c'est que depuis l'an 2000, en Amérique, l'effectif total d'asiatiques et d'hispaniques a grimpé de quelques 40% sous l'effet de l'immigration et compte tenu aussi d'une natalité particulièrement forte. Ensuite, la population hispanique a largement dépassé celle de la population noire afro-américaine. Il y a actuellement 57 millions d'hispaniques sur le sol américain, compte non tenu de 11 à 15 millions d'illégaux qui, tôt ou tard, en totalité ou en partie, seront régularisés. Enfin, compte tenu de ces évolutions, oui, dès l'année 2042, la population blanche non hispanique ne sera plus majoritaire. Dans ces conditions, c'est toute l'Amérique politique qui évolue. Tous ceux et celles qui veulent succéder à l'actuel 44e président des États-Unis le savent et ils vont courtiser, comme il se doit, ce nouvel électorat, en particulier celui des hispaniques. On compte actuellement quelques 315 millions d'Américains. Il y a aux États-Unis une naissance toutes les 8 secondes, un décès toutes les 12 secondes et une arrivée de migrants toutes les 44 secondes. Et donc, pour la première fois, les naissances issues de couples blancs ne représentent que 49,6% du total, donc un peu moins d'un bébé américain sur deux, alors que le total des bébés hispaniques, afro-américains ou asiatiques est de 50,4%. L'indice de fécondité selon l'origine ethnique est lui aussi très parlant. Au sein de la population blanche, il est de 1,87, 1,88 chez les Afro-Américains et il est de 2,15 en ce qui concerne l'ensemble hispanique. Le démographe William Frey décrit la situation, je cite, comme le passage d'une génération de baby boomers blancs à une génération mondialisée multi-ethnique. Et cela, poursuit le spécialiste, va entraîner un changement substantiel au niveau de l'économie, de la politique et surtout de l'identité des États-Unis d'Amérique.
Californie, Texas, Floride, New York, ce sont là des États américains où la population hispanique est la plus implantée. Et ce sont également ces États-là qui sont parmi les plus importants au niveau électoral. Autre observation, la langue espagnole est désormais et officiellement la deuxième langue de la Floride, de l'État de New York ou de la Californie. C'est le melting pot, nouvelle version. Au tout début du siècle dernier, le mélange s'opérait parfois avec difficulté entre les Américains d'origine italienne, irlandaise, polonaise ou scandinave, avec ceux venus d'Allemagne et d'Angleterre. À présent, il va falloir faire cohabiter les revendications des jeunes générations venues pour leur part des minorités. C'est une donnée statistique de la dernière élection présidentielle. Les hispaniques votent à 63% pour des candidats du Parti démocrate. Enfin, ceux des hispaniques qui votent, car le poids démographique de la communauté n'est pas tout à fait proportionnel à son impact politique. Prenons le cas de l'État du Texas. Seuls 39% des latinos ont participé au scrutin de 2012. On imagine donc qu'une forte mobilisation pourrait faire du Texas l'un de ces swing states, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire l'un de ces États qui peuvent à eux seuls faire basculer toute l'élection. On comprend tout l'intérêt que les divers candidats portent à cet électorat, d'autant que chaque année, 900 000 hispaniques acquièrent le droit de vote. L'une des grandes figures de la cause latino, c'est le candidat républicain Marco Rubio, actuel sénateur de Floride, fils de parents cubains immigrés, parfaitement bilingues, qui peut capter suffisamment de voix en faveur de son parti pour faire pencher la balance dans ces États clés. Autre grande cause de la communauté latino, la célèbre actrice Eva Longoria, star hollywoodienne de la série Desperate Housewives. Elle a créé plusieurs fondations pour donner les moyens de leurs ambitions à plusieurs jeunes politiciens latinos. Elle a voté et milité pour Barack Obama, mais elle doit aussi compter avec la déception de sa communauté suite à l'échec de la réforme ambitieuse du président sur la question de l'immigration. En somme, un vote hispanique pro-démocrate n'est jamais complètement et durablement acquis. L'invité de Géopolitis, Boris Wejdowski, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, professeur de culture et de littérature américaine. Vous connaissez bien la société américaine. Chaque fois qu'on dit « Ah, la société américaine change », on fait semblant d'être surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une vision très monolithique de la société américaine? On a l'impression que la société américaine est un melting pot, et en fait, c'est un melting pot qui ne fond pas tellement. C'est basé sur la singularité d'une race blanche dominante, et on a l'impression, à chaque fois que quelque chose change, que la société est en fusion, alors même que cette supposée fusion était basée sur cette domination d'une race blanche que l'on pensait inévitablement supérieure et amenée à avoir la destinée. Même si c'était un cliché. Absolument. C'est quelque chose qui arrange... nous, Européens. Bien entendu, ça arrange l'Europe, ça arrange aussi cette classe hégémonique américaine. Oui. Alors, donc, le fait est là, la société change, on parle surtout des hispaniques dans cette émission de Géopolitis. Au fond, c'est eux les nouveaux Américains? Je ne dis pas les vrais Américains, mais les nouveaux Américains. C'est le nouveau groupe qui va dominer d'un point de vue démographique les États-Unis. C'est aussi le groupe qui est en croissance la plus rapide. C'est aussi ceux qui apportent une nouvelle langue aux États-Unis. Et donc, c'est ceux qui sont en train de changer profondément, un des groupes qui est en train de changer profondément la société américaine. Alors, parlons de la langue. On a dit dans le sujet, l'Amérique est maintenant le deuxième pays de langue espagnole après le Mexique, mais avant l'Espagne. Mais ça change tout aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, pays de la diversité, s'il en est, c'est l'anglais qui compte. C'est basé là-dessus. Un des fondements de la nation américaine a été, depuis le XVIIIe siècle, l'imposition de l'anglais. Donc, on dit l'anglais comme langue nationale, comme langue unique, et l'arrivée de l'espagnol est en train de changer complètement la donne, puisque raconter l'histoire de la nation dans une autre langue, c'est raconter une autre histoire. Mais justement, on était bien assimilés lorsqu'on parlait anglais. Absolument. Mais ça change alors? Absolument, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que l'idée même d'être américain, c'est parler anglais. Peu importe son accent, peu importe son origine, mais l'anglais, c'était une espèce de facteur d'assimilation. Et ça, c'est en train de changer. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a une bonne partie des Américains qui ne parlent pratiquement jamais l'anglais à la maison? Au travail, oui, mais... Absolument. Il y a 14 millions, près de 15 millions de foyers aux États-Unis
où l'on ne parle pas anglais, où l'on parle toutes sortes de langues. On parle près de 150 langues autres que l'anglais dans les foyers américains. Ça fait grosso modo 18% de la population tout de même. Alors, est-ce qu'on est toujours dans le vieux rêve du melting pot dont vous parliez sur les États-Unis? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que cette diversité, ça va fragmenter la société américaine, ne serait-ce qu'au niveau des élections, niveau électoral? Naturellement, ça va changer complètement la société américaine et ça va la priver de ce rêve d'unicité et de ce rêve de singularité. On va se rendre compte de plus en plus que cette société est une société comme les autres sociétés mondiales et non pas une société spéciale dans les nations singulière, du monde. comme vous disiez tout à l'heure. Absolument. Ce rêve de singularité est en train d'être battu en brèche par cela. Alors, au niveau des élections, on a toujours dit oui, les hispaniques votent plutôt démocrates, mais ça va changer aussi au fur et à mesure que cette société, elle évolue à l'intérieur d'elle-même. C'est possible que cela change. Ceci étant, les hispaniques sont marqués aux États-Unis par la question de l'immigration. La droite américaine, les républicains, pour aller vite, se positionnent de façon très dure sur la question de l'immigration et il leur sera difficile, pour un quelque temps encore, de changer cette image-là. Oui, mais les républicains comptent bien quand même grappiller une partie de cet électorat-là. Ah, bien entendu, sans cet électorat-là, il est difficile de gagner. Il sera de plus en plus difficile à l'avenir de gagner une élection. Est-ce que ça va dans les fameux swing states, les États dont le basculement peut tout changer dans l'élection? Est-ce que ça va jouer? Par exemple, des États comme le Texas, la Californie? Absolument. Le Texas est un de ces États qui a une majorité de minorités, à l'instar de la Californie. Une majorité de minorités, c'est ça les États-Unis? C'est ça, absolument. Il y a 4 États qui sont déjà dans ce cas-là, le Nouveau-Mexique, Hawaï, le Texas et la Californie. Et puis, il y a d'autres États, comme le Colorado, où il y a une immigration massive de la communauté hispanique, et cela change vraiment de façon très importante, non seulement la population, mais naturellement le vote de cette population. Est-ce qu'un jour, il y a un président hispanique? Ou une présidente hispanique? Qui sait? Alors, c'est très intéressant parce que quand on a vu arriver Barack Obama à la Maison-Blanche, on voit bien le renversement de la narration nationale. Voilà un Qu'est-ce que vous appelez la narration nationale? Alors, c'est justement cette hégémonie de la race blanche qui est battue en brèche par l'arrivée d'un homme noir, grosso modo issu d'un passé colonial et esclavagiste. Alors, il faudra que pour les hispaniques, il y ait là aussi un renversement de cette narration, et en particulier sur la question de l'immigration. Il faudra trouver, en quelque sorte, une narration positive qui permettra aux hispaniques de se positionner et de placer un homme, peut-être une femme, un jour à la tête de la nation. Vous enseignez, on l'a dit, la littérature et la culture américaine. Alors, l'apport hispanique est évidemment incontestable pour les États-Unis, mais là aussi, ça va changer l'image que les États-Unis ont à l'extérieur, y compris ici. Bien sûr, puisque tous les aspects culturels aujourd'hui des États-Unis sont marqués par le monolithisme et le monolinguisme anglais et anglo-saxon. Alors, à regarder cela de plus près, on s'aperçoit que cette domination est due à une petite partie de la population. Tout cela va changer sous l'influence culturelle et linguistique des hispaniques. Bon, on va voir émerger un personnel politique hispanique. Est-ce que ce sont des gens qui sont suffisamment justement intégrés pour participer vraiment concrètement à la vie politique? Ce sont des gens qui sont en train de monter dans l'échelle sociale américaine, mais qui partent de bas très souvent. Ils partent de bas d'un point de vue individuel ou communautaire. Ils partent aussi très bas du point de vue de l'image qu'ils ont dans la nation, contrairement par exemple aux Asian Americans, qui eux partent avec un capital plus grand au point de vue de l'éducation, au point de vue des valeurs familiales, etc. Donc là, il y a un retard en quelque sorte que les hispaniques devront combler avant de s'intégrer pleinement dans les instances dirigeantes de la nation. Eh bien, on verra dans un an, presque jour pour jour, lors de l'élection présidentielle, le 2 novembre 2016. On se donne rendez-vous. Merci, absolument. Boris Wejdowski. Je rappelle que vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et professeur de culture et de littérature américaine. Merci à vous. Merci. Aux États-Unis, on les appelle les Asian Americans, une dénomination qui englobe les immigrants ou leurs descendants de 6 principaux pays, la Chine, les Philippines, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. Au total, une communauté asiatique américaine de quelques 18 millions de personnes. C'est moins que le total des hispaniques, c'est moins aussi que les 38 millions de la communauté afro-américaine, mais
et c'est là une différence fondamentale, cette population asiatique est particulièrement éduquée, plus de 60% à un niveau universitaire élevé et, conséquence directe, le revenu annuel moyen de cette communauté est supérieur à celui de la moyenne des Américains. Autre signe distinctif de ce groupe, c'est ce grand souci d'une vie réussie grâce, entre autres critères, à une vraie vie de famille. Il y a moins de divorces, moins de mères célibataires que dans la moyenne générale des foyers américains. Enfin, et c'est aussi important à 1 an des élections présidentielles, la communauté asiatique s'identifie davantage aux démocrates qu'aux républicains. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions à cette édition, des documents vidéo, des sites et références Internet, des explications iconographiques, notre rubrique Vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.